Allô? Allô? Oui. Je repartais pour l'émission là. Ah, d'accord. Comment je fais? Comment? Mais non, mais là, tu ne fais rien, en fait. Là, il faut ouvrir une nouvelle page. On n'a plus besoin de cette émission. On va maintenant être, toi et moi, en audio, plus le public. Donc je réduis le volume ici alors. Oui, oui, tu peux réduire le volume, ou même l'arrêter. Hein. Il n'y a plus besoin de suivre ça, puisque les gens qui ont suivi ont déjà, en fait, l'argumentaire. Donc, après, il ne reste plus que toi et moi. D'accord, ok. Voilà, donc, je vais lancer, hein. Oui. D'accord. Donc, j'ai donné le top. 3, 2, 1, c'est parti. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes toujours en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Avant tout, toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous exécutons ce programme. Nous vous l'avons annoncé que nous devions avoir comme invité cet après-midi Anatole Kouliné Makosso, qui vient donc de publier aux éditions L'Harmattan Congo le génocide en droit à l'épreuve du génocide de l'émotion, cas de la République du Congo. Nous avons déjà fait un premier entretien que vous avez suivre sur Ziana TV. Maintenant, il est avec nous et c'est l'occasion pour vous aussi de pouvoir intervenir et de réagir. Il est en ligne au téléphone. Monsieur Anatole Kouliné Makosso, bonjour. Bonjour, monsieur Makosso, sire, de Ziana TV. Merci. Voilà, merci d'avoir pris le temps d'être là encore, une fois de plus, après l'entretien. Maintenant, nous allons comprendre plus ou moins les motivations des uns des autres par rapport aux propos qui sont les vôtres. Déjà, en guise d'introduction, que diriez-vous après cet entretien et suite à la publication de votre livre? Merci beaucoup. Permettez-moi de commencer par remercier monsieur Kimbembe Diakimbembe, monsieur Gracias Loum et Vincent, dont j'ai oublié le second prénom ou le nom. Je crois que c'est Vincent, qui ont réagi, dont j'ai lu les commentaires durant tout le passage de l'émission. Je voudrais les remercier, leur témoigner ma reconnaissance pour l'intérêt qu'ils ont accordé à mes propos, même s'il leur est arrivé d'être un peu dur de temps en temps, mais c'est aussi cela le débat. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de présenter cet ouvrage et je pense que je serai à la disposition de tous ceux qui vous ont suivi pour répondre aux questions éventuelles. Voilà, Je voudrais solliciter simplement que ce soit des questions sans passion, sans invective, mais que nous débattions comme des personnes civilisées. Voilà, donc ce sera entre gens civilisés. On a déjà un premier intervenant en ligne, à qui, voilà, donc qui est parti. Je pense qu'il va rappeler dans quelques instants, ce qui permettra déjà d'entamer le débat en tant que tel. Donc nous attendons, on le rappellera et il viendra. Alors, est-ce que vous compreniez, Anatole Kouliné Makosso, qu'il y ait des gens qui soient aussi durs avec vous par rapport aux propos que vous avez pu souligner? Je comprends, bien entendu. Mais nous n'avons pas, il n'y a pas d'unicité de la pensée. Hein. Voilà, du choc des idées jaillit la lumière. Je peux comprendre, et comme je l'ai dit, c'est des sujets très sensibles. Je sais à quoi je me livrais, je connais les risques que je prenais en engageant un tel débat. C'est des questions très sensibles et généralement, en fonction de la nature de ces questions, parfois l'émotion a tendance à prendre le dessus. Voilà, et je comprends. Voilà, nous espérons que l'émotion ne prendra pas le dessus cet après-midi. Alors, par rapport à cette diaspora qui très souvent est assez véhémente, certains, c'est vrai, ont sans doute été surpris de découvrir votre ouvrage déjà sur la chaîne nationale et sur Télé Congo. Qu'est-ce qui a motivé cette écriture, Anatole Kouliné Makosso? Simplement parce que nous avons l'obligation de témoigner, ne serait-ce que pour nos chercheurs du futur. C'est nous qui avons l'avantage de vivre les événements aujourd'hui et il faut que nous ayons la possibilité de mettre sur écrit ce que nous avons vécu, de sorte que nos jeunes chercheurs demain puissent avoir des éléments importants, un fond documentaire assez important pour enrichir leurs travaux. Deuxièmement, il y a la première chose qui m'a choqué, s'il faut agir dans l'émotion, s'il faut être subjectif, c'est cette forme d'instrumentalisation de la haine. Vous savez, je suis très sensible aux propos des acteurs politiques et des intellectuels. Parce
que nous, intellectuels, nous, acteurs politiques, pour des raisons parfois qui sont les nôtres, nous posons des problèmes dans la société. Et lorsque, après, nous allons nous retrouver dans notre tribune, ben, nous avons déjà livré le peuple à la merci de la haine, à la merci de la violence. Et généralement, nous ne repartons pas vers ce peuple-là pour le ramener vers nous. Et c'est pour cette raison que chaque fois que les intellectuels ou les politiques se contredisent sur ces aspects, j'ai toujours souhaité, je plaide toujours pour qu'ils fassent l'effort de ne pas instrumentaliser l'émotion populaire, parce que l'arme de l'émotion est quelque chose de très dangereux. Elle est plus létale que l'arme de guerre. Voilà, il y en a pour ça. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, s'agissant d'une problématique sur laquelle je travaille très souvent, notamment les crimes, ce que j'appelle les crimes internationaux contre les humains, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les questions de droit international pénal, je pensais que je ne pouvais pas être en marge de la réflexion telle qu'elle a été lancée par mes compatriotes Dieudonné Concours et Sakou Kindembe. Voilà. Voilà. Alors, deux compatriotes, est-ce que aujourd'hui ce livre est une réponse en fait aux deux précédents? Bon, une réponse, oui, indirectement, en reprécisant certaines notions élémentaires du droit international pénal, en interpellant la conscience nationale sur la nécessité d'éviter l'instrumentalisation de la haine. Ben, directement, nous répondons à nos compatriotes et en faisant aussi en sorte que le débat soit maintenu à un niveau scientifique pour que ça ne fasse pas encore vers des joutes verbales, vers des a priori, des préjugés. On a déjà vu comment c'était parti et les politiques ont récupéré, c'était des réunions, c'était des meetings. Je n'ai pas voulu que la chose soit gérée sous cette forme. À chaud, c'était normal que nous ayons réagi de la sorte de part et d'autre, mais en tant que personne civilisée, je pensais que c'est par l'écrit que nous devrions poursuivre cette discussion, et c'est ce que j'ai commencé à faire, en invitant aussi d'autres acteurs d'apporter leur point de vue, plutôt d'émettre leur point de vue, de soumettre leurs opinions à la discussion. Voilà, j'ai voulu déplacer le débat qui prenait des allures démagogiques, politiciennes, et mettre le débat sous un angle purement scientifique. Je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais j'ai voulu en tout cas commencer à le faire pour que d'autres personnes fassent autant. Voilà. Alors, il y a déjà une première interpellation, c'est celle du Lion de Makanda. Le Lion de Makanda, c'est un blogueur bien connu ici au sein de la diaspora, un activiste, je dirais, très présent dans l'actualité politique congolaise. C'est un long texte, j'aurais du mal à vous le résumer et je vais vous le dire dans son entièreté. Sir Makosso, ma question est simple. Le gouvernement congolais est-il prêt à ouvrir la région du Poul à une enquête exhaustive sur la question? On ne peut pas résoudre une telle question par le droit pur, qui ne peut pas statuer sur du vent, mais sur des chiffres. Soit P, la population du Poul à l'instant T avant l'événement E, il faut démontrer qu'à l'instant T égale T plus delta T, où l'événement E s'est produit, la population P égale P plus delta P, et ou supérieur à P ou inférieur à P point delta P. Bon, enfin, c'est un peu beaucoup de mathématiques. Tout cela pour dire, c'est à ce moment-là que l'on regarde de près delta P, on doit l'expliquer, le premier cas prouvera qu'il n'y a pas génocide. Dans le deuxième cas, on devra enquêter pour expliquer delta P, il faut un recensement de la population du Poul et une enquête de terrain avec interrogation des populations. Le gouvernement doit le faire s'il ne se reproche de rien. Autrement, la thèse du génocide prendra le dessus. On doit associer des chercheurs indépendants à côté des équipes du gouvernement et de la société civile. Le livre de Coliné Makosso n'est pas la réponse adéquate pour prouver s'il y a eu génocide dans le Poul ou pas. Génocide des Lari ou pas. Génocide des Bakongo ou pas. Voilà ce que vous diriez à M. Coliné Makosso de ma part. Merci, c'est de la part du Lion de Makanda. Ah ben, je suis très heureux. Je peux répondre, M. Makosso. Allez-y, si vous avez la parole. Ah oui, je partage entièrement l'analyse de M. Julien de Makanda, vous dites. Lion de Makanda, c'est le Lion de Makanda. Le Lion de Makanda. Oui. Justement, si le livre de Dominique Concours, mon frère
Dominique Concours et de M. Sako Kimbembe, si leur livre avait présenté la chose telle que le dit M. Lilian Makanda, mais je ne serais peut-être pas intervenu. Parce que personne ne peut refuser d'accéder à une telle demande. Et vous remarquerez que le livre de M. Makosso Kolimé répond point par point sur les éléments avancés par M. Dominique Concours et M. Sako Kimbembe. Ils n'ont pas posé les problèmes en ces termes, tels que le dit M. Lilian Makanda. Veuillez m'excuser si j'arrive à écorcher son nom. C'est pas grave, allez-y, allez-y. Ils ont apporté des informations, comme s'ils les ont vécues. M. Sako Kimbembe dit, je rapporte ici ce que j'ai vu quand j'y ai travaillé. Et c'est sur la base des informations qu'il croit avoir apportées que nous avons apporté la contradiction. Mais la contradiction, pas par rapport à ce que nous avons vécu personnellement, non, on n'a pas eu cette prétention, mais la contradiction par rapport à leurs propres propos et aux propos de ceux qui ont vécu. On a simplement relevé des contre-vérités. On dit, votre témoignage, puisque vous vous présentez comme témoin pour avoir vécu ces choses, mais vous donnez des informations qui ne sont pas justes. Parce que voilà les informations que nous avons, pas seulement des officiels, mais que nous avons de vous-même. Voilà. Donc, si la chose avait été présentée telle que le dit M. Lilian Makanda, je pense que je n'aurais pas besoin d'intervenir. Ça aurait été au gouvernement de dire si oui ou non, il devrait ouvrir le pool à une enquête parlementaire. Parce que nous avons des chancelleries ici, nous avons des diplomates, nous avons des organisations internationales ici, nous avons des organisations qui sont allées dans le pool. Ben, je pense que ces organisations ont posé leur rapport et ces rapports-là, ben, je crois que les uns et les autres peuvent y avoir accès. Voilà. Voilà. On a donc une intervention. Vous avez terminé, s'il vous plaît? On a une intervention en ligne. Hein. On a une intervention en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter? Vous pouvez vous présenter, Anatole Kolimé-Makosso vous écoute. Allez-y. Je suis donc Gracias, je suis congolais, je suis je vis à Lyon. Voilà. Allez-y. Voilà. Voilà, c'est ça, tout à fait. Parfait. Monsieur Makosso, tout est à votre honneur d'avoir pu apporter cette contradiction qui participe certainement à une forme de complémentarité intellectuelle de façon que chacun puisse finalement dégager sa conviction et se forger une opinion sur la question. Cependant, on pourrait éventuellement, en tout cas la difficulté serait celle de poser la distinction entre l'intellectuel qui apporte un contredit et le politique qui défend finalement la ligne politique, sinon l'idéologie politique du parti dans un premier temps et du gouvernement dans un second temps auquel il appartient. Il y a certainement un reproche parce que je vous ai suivi, hein, vous avez notamment relevé le fait que le Congo soit en avant-garde des questions sur le caractère sacré de l'humanité, de l'humain en tout cas, de la vie humaine, j'allais dire. Mais du moins, on ne vous a pas entendu, M. Makosso, et c'est déplorable, sur les faits qui ont attristé le Congo, des jeunes qui ont été tués à Chakona. Là, vous avez tristement gardé le silence. On aurait quand même voulu également, puisque vous prêtez tellement attention, enfin, en tout ce qui concerne le sacré de la vie, et également à l'image du gouvernement et de notre pays, vous aurez quand même pu porter votre voix de façon que nous entendions, et cela aurait eu beaucoup de pertinence, et le livre que vous apportez sur l'espace public aujourd'hui serait venu en complément de ces valeurs profondes que vous défendez. Voilà. C'est pas une question, mais c'est un regard, c'est une observation que j'apporte. Voilà. Kolimé-Makosso vous répond, Gracias. Merci beaucoup, Gracias. Non, je ne pouvais pas aller dans un mélange des genres. Je me suis appuyé sur les publications de deux compatriotes. Ils n'ont pas abordé la question de Chakona. Je ne vais pas aborder la question de Chakona sans courir le risque d'être hors sujet. Voilà. Et bien entendu, personne, c'est pas parce qu'on appartiendrait à un système qu'on devrait se réjouir ou bien être insensible à ce qui s'est passé à Chakona. Il n'est jamais arrivé dans la bouche des autorités congolaises de banaliser ce qui se serait passé à Chakona. Non. Et voilà. Mais moi, je ne pouvais pas aborder cette question parce que ce n'était pas dans
les problèmes abordés ou présentés par mes compatriotes dans leurs ouvrages. Je dis que je suis intervenu dans le débat sur 2 points fondamentaux. Le premier point, c'est que j'ai lu une instrumentalisation de la haine, et je ne voulais vraiment pas laisser les intellectuels se lancer dans un tel débat et engager notre peuple qui a déjà ses problèmes, encore dans nos querelles des intellectuels ou des politiques. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu apporter ma contribution sur ce point. Et le second point, c'est parce que ça pose des questions du droit international pénal, notamment la caractérisation et la qualification du crime de génocide. Nous luttons contre la banalisation du crime de génocide, respect pour ceux qui ont connu et ont subi ce génocide dans l'histoire de l'humanité, et nous luttons contre ça, contre la dramatisation, la banalisation et aussi la négation du crime de génocide. Et pour ces 2 raisons principales que je suis intervenu. Maintenant, on peut engager des débats sur la pratique politique dans nos pays, on peut engager le débat sur la gestion ou la gouvernance politique, économique, sociale, sécuritaire dans nos pays. Ça, c'est un autre problème et nous pourrons nous donner d'autres espaces. Pour le moment, le livre voulait simplement attirer l'attention de l'ensemble des compatriotes que l'instrumentalisation de la haine ethnique, on n'en a plus besoin en ces temps-ci. La gestion de l'émotion, l'arme de l'émotion, elle est plus létale que l'arme de guerre, faisons attention. Et puis, les questions de génocide, on ne doit pas les aborder de façon légère. Voilà, mon cher ami, la réponse que je peux donner à votre préoccupation. À mon ami Gracias Doum, encore une fois, je vous remercie d'être resté scotché et d'avoir suivi avec intérêt mon échange avec les journalistes. Je vous en prie. Merci, Gracias. Je vous en prie, M. Makosso, au revoir. Au revoir. Voilà, Anatole Collier-Makosso, une question d'Alexis Passy. Hormis Monsieur le Lion de Makanda, cette question de l'ouverture d'une enquête internationale est ou était pendante. Pourquoi n'y avoir pas pensé à y apporter une réponse? Vous la posez au gouvernement ou à M. Makosso? Ah, je pense à M. Makosso, peut-être que en réponse bien sûr et en lien par rapport aux 2 auteurs précédents qui ont écrit comme vous sur le même thème. Alors quelle est l'instance qui a demandé l'ouverture d'une enquête internationale et à laquelle on n'a pas donné suite? Voilà. C'est pourquoi je veux savoir. Est-ce qu'il y a une instance nationale ou internationale qui a demandé une enquête internationale dans le pool et on n'y a pas donné suite? Alors, Alexis Passy, sans doute, reviendra pour nous donner des éléments en fonction. Je sais qu'il y a eu des couloirs humanitaires qui avaient été ouverts, les organismes, les agences du système des Nations Unies se sont déployés. Il y avait même, je crois, le clergé qui avait organisé des descentes. Je pense là aux événements qui se sont produits à partir de 2016. Je ne parle pas d'avant, mais je n'ai pas eu connaissance de ce que une instance internationale, des Nations Unies notamment, ait demandé une enquête internationale et que le gouvernement n'y ait pas donné suite. Je n'en ai pas souvenir, mais toujours est-il que vous pouvez rafraîchir ma mémoire s'il y a eu des demandes de ce genre. Et puis je ne vois pas pourquoi le gouvernement n'aurait pas donné suite à une sollicitation de ce genre, dès l'instant où, de mon humble avis, le gouvernement ne devrait rien avoir à se reprocher. Voilà, une autre question, Anatole Collier-Makosso, c'est quelqu'un qui l'a laissé donc en enregistrement. Nous allons l'écouter en même temps que vous. Bonjour, monsieur Sir Makosso et bonjour, monsieur le ministre. Je préfère intervenir à travers cet audio comme j'ai un problème de connexion. Alors moi je suis un doctorant en Italie, à l'université de Rome, en droit, et j'avais une question à poser à monsieur le ministre, monsieur Makosso. Alors, je connais bien monsieur Makosso, pas personnellement, mais je sais que c'est quelqu'un qui, d'instituteur à l'école primaire, à l'école des filles, un substitut de la République, procureur adjoint de la République, c'est quelqu'un dont on peut, ma foi,
dire que c'est un exemple d'abnégation, de courage et de réussite. C'est quelqu'un qui vraiment s'est battu pour arriver où il est. Et je pense que nous, les jeunes, quand on observe quelqu'un de son calibre, on dit bravo. Mais je pense aussi quelque part qu'il faut aussi se dire les choses en face. On sait ce que ce gouvernement, ce que le président de la République fait énormément pour le pays, mais je pense qu'il est temps quand même que cette classe qu'il représente puisse prendre, qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils renoncent. Parce qu'aujourd'hui, face au taux de chômage auquel sont confrontés les Congolais, plus de 30% s'il vous plaît, il est anormal qu'en 2021, que le PCT puisse dire nous avons fait énormément de choses pour ce pays, il faudrait que les Congolais nous refassent confiance. Non. Je pense qu'il soit responsable, il serait honnête de leur part de dire aux Congolais, les yeux dans les yeux, nous avons été incapables ces dernières années d'apporter la croissance dans ce pays. Il est temps qu'on ne se représente plus et qu'ils prennent leur retraite. On ne peut plus admettre aujourd'hui qu'ils viennent à la télévision et nous dire que dans 2021, on va vous apporter croissance, etc. Non. Aujourd'hui, il faut de nouvelles personnes à la tête du pays, des gens compétents. On n'en a plus besoin, de voir à la tête des gens qui ont fait 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans en tant que ministre et qui n'ont jamais rien apporté à ce pays. Voilà, c'était juste ça mon intervention. Voilà. Avant que vous nous répondiez, Anatole Kelly-Makosso, j'aimerais juste préciser que cet intervenant, en fait, nous a laissé un message audio puisqu'il avait des problèmes de connexion. Donc, voilà, nous le découvrions, ce message, en même temps que vous. Voilà, je prends un commentaire. Je salue, merci pour toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées à mon endroit. Merci d'avoir reconnu et rappelé le parcours qui a été le mien. Mais cela veut dire qu'il a certainement été mon élève parce qu'il rappelle mon passage à l'école des filles. Et il sait que je dois être rigoureux avec lui, surtout qu'il est doctorant. Il prépare une thèse sur un sujet. Je ne peux pas encourager qu'il soit hors sujet. Et donc là, c'est son ancien professeur qui parle, c'est son ancien instituteur. Mais je peux comprendre, effectivement, l'émotion a toujours tendance à prendre la place sur ce que nous faisons. Et c'est un problème qui est posé, que je respecte aussi. C'est la démocratie, c'est la volonté de l'alternance. C'est le peuple qui choisit. Tout ce qu'il a à faire, c'est voter contre le candidat que le PCT présenterait ou le candidat Sassou qui voudrait plier un autre mandat le moment venu. Il faut qu'il vote contre. Et là où je peux être d'accord avec lui, c'est le combat que nous devons mener ensemble pour donner la parole aux Congolais de la diaspora. Nous sommes l'un des rares pays où les Congolais de la diaspora ne votent pas. Et en tant que démocrate, moi, ça me fait mal. Et c'est le combat que nous devons mener pour que les Congolais de la diaspora puissent participer à la vie politique, notamment par le choix de leurs dirigeants. Et lorsque cette occasion leur sera donnée, il sanctionnera les candidats qui ne voudront pas voir et qui ne voudront pas voir. Voilà. Mais encore une fois, en tout cas, merci, même si le propos n'est pas en compatibilité avec le sujet du jour, mais ça me fait plaisir d'avoir écouté certainement un de mes anciens élèves et qui se préoccupe de la situation politique du pays. Merci. Voilà, nous continuons donc cet entretien, Anatole Kelly-Makosso. Vous avez, je dirais, lu déjà certaines remarques, notamment de Kimbembe Diakimbembe, à qui vous avez donné quelques éléments de réponse. Alors, certains vous diraient, c'est vrai que le grand public n'a pas encore ce livre, mais à travers l'entretien que nous avons accordé, on a pu avoir quelques éléments de compréhension, notamment sur des sujets parfois qui font l'objet de blocages, sur la larité en soi, sur l'effectivité de ce génocide, sur la scientificité, des données qui sont disponibles, que ce soit de la part des auteurs précédents ou encore des auteurs du grand public. Alors, la question que je vous ai posée dans l'entretien que nous avons pu avoir avec vous, avec Martial Pau, c'était aussi de comprendre pourquoi aujourd'hui, constater quand même si vous écrivez en tant que chercheur, me constatez, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, que ça se bouscule plus ou moins du côté de Brazzaville par rapport à ce sujet, alors que ça fait quand même des années que les choses sont dites oralement. Vous l'entendez dans les Nganda de Brazzaville ou de Pointe-Noire, vous l'entendez parfois dans des réunions plus restreintes. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement se préoccupe autant?
est-ce qu'il y a, je dirais, quelque chose qui ferait encore que cette affaire du génocide viendrait peut-être bousculer un calendrier ou déranger des gens peut-être qui ne dormaient pas, mais enfin qui sont un peu plus éveillés? Je répondrai certainement par une phrase, puisqu'il y a un de vos auditeurs qui a rappelé mon parcours. J'étais substitut du procureur, oui. Chez nous, par cœur, on dit la parole est libre, l'écrit est serve. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut parler, on peut injurier. Vous voyez, je parle avec vous, M. Makosso. Oui. Je peux utiliser des gros mots. Je peux vous injurier par la parole. On retiendra simplement que je suis de mauvaise éducation. Et puis ça va passer. Mais si j'écris ça dans un journal, si j'écris ça dans un livre, ça prend une autre tournure. Et dans le cas qui est le nôtre, que les gens le disent dans la rue, mais ceux qui le disent dans la rue, vous n'allez pas les mettre au même niveau qu'un docteur en droit, avocat de surcroît, au barreau de Paris, s'il vous plaît. Vous n'allez pas le mettre au même niveau qu'un curé, qu'un prêtre. Certainement jésuite, dont je connais la rigueur du parcours de formation. Et quand on met ça dans un livre, quand c'est des gens de ce calibre, de cette dimension qui mettent ça dans un livre, c'est déjà gênant pour ces personnalités, mais aussi ça devient une doctrine, ça devient une idéologie. Et l'État, le gouvernement congolais, je crois qu'il a eu raison. Il a eu raison, et encore une fois, comme je vous l'ai dit, pensez aux générations futures. J'ai mon doctorant là, mon jeune frère qui est intervenu. Il est là-bas. Il peut peut-être essayer, il va peut-être faire sa recherche sur une problématique qui concerne le Congo. Les violences au Congo, en République du Congo, pourquoi pas. Les guerres ethniques en République du Congo. Mais il va se servir des ouvrages. Donc, on ne peut pas mettre dans des livres de cette nature des informations de la rumeur qu'on prend dans la rue sans l'avoir vérifié. Et dire à ce niveau que c'est des choses vérifiées alors que vous en êtes conscient, vous ne les avez pas vérifiées. C'est là que ce n'est pas bien. J'ai du respect pour les hommes de Dieu, mais le premier commandement qu'il nous donne, tu ne feras jamais de faux témoignages contre ton frère. Voilà, quand j'ai dit ça, je crois que mon compatriote Sako Kimbembe m'a compris. Et voilà, je crois que vous aussi vous avez compris pourquoi je ne pourrais pas laisser passer que ces choses soient dites dans un livre et qu'on laisse le livre comme ça, et pourquoi le gouvernement ne devrait pas rester indifférent à cela. Voilà. Alors, le gouvernement, pas indifférent. Une autre personne qui n'est pas indifférente, c'est Jean-Richard Amédée Samba Diankoumbi, qui relève, je dirais, dans l'entretien que vous nous avez accordé, plusieurs volets ont été soulevés qui requièrent un débat contradictoire entre les défenseurs de l'existence du génocide et aussi ceux qui refutent cette thèse, au-delà de nos positionnements politiques. En notre position de défenseur de la thèse, nous souscrivons à ce débat contradictoire. Donc apparemment, Jean-Richard Samba Diankoumbi voudrait peut-être se rassurer si demain ce serait possible que vous débattiez, je dirais, en toute civilité avec les deux autres auteurs de ce livre. Bien entendu, sur la base de la Convention de 1948 sur le génocide, du statut de Rome à l'article 7, je crois 8, du statut de Rome reliant la Cour pénale internationale, de la loi numéro 8, 98 du 31 octobre 1998 de la République du Congo, nous pourrons avoir un débat sur la question. Voilà. On aurait d'abord eu un débat sur les principes, et puis on recherchera les faits. Alors, pour les faits, je ne sais pas à ce stade quels sont les faits qu'ils auront. Si ce sont les faits qui ont été présentés par mes compatriotes dans leur livre, je crains que je sois obligé de lui demander de s'informer davantage et de retrouver d'autres éléments de témoignage, de rassembler d'autres faits. Vous voyez, je vous prends un exemple sur votre chaîne, monsieur Sako Kimbembe, plutôt monsieur Makosso Cyr. Vous voyez, je vous prends juste un exemple. Dans le livre de M. Nkunku, il est fait allusion de la collusion, de la complicité entre M. Ntoumi, par exemple, et M. Sassou Nguesso. Mais sur votre chaîne, rien que sur votre chaîne, je crois que vous aviez rendu public la conférence faite par M. Massengo Tiassé en novembre 2016.
un débat, d'être constant, d'être rigoureux dans ce qu'ils peuvent avancer. Parce que ça se résume à une simple instrumentalisation de la haine, de l'émotion, sans qu'ils ne soient convaincus eux-mêmes de ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils peuvent savoir le risque qu'ils font courir à notre peuple par des propos de ce genre? Demain, les mêmes vont encore négocier certainement avec le pouvoir de Brazzaville. Ou si ce n'est pas avec le pouvoir de Brazzaville, on va passer par une messe, conférence nationale, dialogue national, ils vont refaire des alliances. Dans ce pays où les alliances politiques se font et se défendent, les ennemis d'hier deviennent de grands amis. Mais alors, est-ce qu'on doit laisser ces politiques-là en train d'instrumentaliser les populations par des propos haineux? C'est ce que je ne supporte pas. Donc, mon cher ami Jean-Richard Samba Diakoumbi, je crois, et m'excusez toujours si... C'est bien cela. Oui. Voilà. Donc, non. Si c'est pour nous amener dans des considérations de ce genre, laissons notre peuple. Voilà. Nous sommes peut-être, pour moi, puisque vous me prenez aussi en tant que chercheur et en tant que dirigeant, nous sommes peut-être pas de bons dirigeants, mais je ne permets pas aussi que ceux qui ne sont pas encore dirigeants et qui sont peut-être meilleurs dirigeants que nous puissent continuer à instrumentaliser le peuple. Ce n'est pas bien. Parce que demain, quand ils font les revirements, et le peuple n'est pas. Ils ne vont pas demander la permission au peuple. J'ai suivi un jour un leader politique, paix à son âme, lorsque sa base lui reprochait le retournement de situation des nouvelles alliances. Il a dit, tant pis pour vous, si vous ne voulez pas me voter, même les pierres voteront pour moi. Voilà. Mais en attendant, il a engagé cette population dans la violence. Et, changeant de position, il leur dit, tant pis pour vous. Alors vous pensez que les politiques de notre temps aujourd'hui, là, de notre génération, on doit continuer une forme de complot de la communauté internationale avec la complicité de certains dirigeants africains, bien entendu, contre Gbagbo et contre la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, mais nous n'étions pas suivis. Lorsque nous avions dit à l'époque que ce qui s'est passé, ce pourquoi Gbagbo devait répondre, n'était pas constitutif des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, on n'avait pas été suivi. On a eu aussi la même levée de bouclier. Comme aujourd'hui, je me rappelle, j'étais passé sur une chaîne, je crois que c'était 3A Télé Sud, mais j'ai suivi les attaques de certains compatriotes, même de certains Africains. On peut être surpris que 10 ans aujourd'hui, que l'émotion ait été arrêtée par le droit. Voilà, c'est cela. Le droit est froid. Je sais que nous subissons, je l'ai dit, le 21e siècle, c'est le siècle de l'émotion. Il y a beaucoup de choses qui éveillent, qui aiguisent nos émotions, mais faisons attention. Il vaut mieux perdre avec le droit que gagner sur l'effet de l'émotion.